Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Je n'avais jamais imaginé que ma vie se démêlerait ainsi, du moins pas de cette manière, ce jour-là en particulier. Vous savez, quand vous épousez quelqu'un, il y a cette croyance tacite que, peu importe ce que la vie vous réserve, vous êtes dans le même bateau. Cette croyance s'est brisée en 1 million de morceaux au moment où ma femme, Clara, a exigé le divorce. Laissez-moi vous planter le décor. C'était une semaine après que mon beau-père, Robert, avait été mis en terre. Cet homme était une légende, autodidacte, discipliné et, étonnamment, d'une gentillesse sans faille malgré son apparence stoïque. C'était le genre de personne qui parlait plus par ses actions que par ses mots, et ses actions avaient bâti un empire valant des millions. Je savais que Clara avait des différends avec lui, elle se plaignait toujours qu'il ne la laissait jamais vivre sa vie. Mais ça, je n'étais pas préparé à un tel niveau de trahison. Clara se tenait là, dans le salon, les bras croisés, un sourire narquois sur les lèvres. Sa voix était tranchante quand elle a dit « Je veux divorcer ». D'abord, j'ai cru qu'elle plaisantait. J'ai ri, pouvez-vous croire ça? J'ai vraiment ri. Allez, Clara, ai-je dit, de quoi parles-tu? On vient d'enterrer ton père, ne devrions-nous pas discuter de comment avancer ensemble? Mais l'expression sur son visage m'a montré que ce n'était pas une blague, ni même une décision impulsive. Non, c'était calculé, planifié et exécuté avec une précision chirurgicale. Tu ne m'es plus d'aucune utilité maintenant, a-t-elle dit, ses mots coupant comme une lame. Je n'ai plus besoin de toi. Inutile. Ce mot résonnait dans ma tête, me blessant plus que je ne voudrais l'admettre. Inutile, après toutes ces années à ses côtés, à la soutenir quand elle se sentait perdue, à croire en elle quand même elle n'y croyait pas. J'étais inutile. Et puis, ça m'a frappé, l'héritage de 379 millions de dollars. Elle avait déjà commencé à se voir comme intouchable, invincible même. Cet argent, elle le considérait comme son ticket d'or pour sortir de ce mariage. Je l'ai regardé, essayant de garder mon calme, je l'admets, ce n'était pas facile. La colère, la trahison, tout bouillonnait sous la surface, mais je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir perdre mon sang-froid. Non, si elle voulait jouer à ce jeu, je la laisserais faire. D'accord, ai-je dit, gardant un ton léger, presque amusé. Si c'est ce que tu veux, très bien. Je signerai les papiers. Mais souviens-toi juste d'une chose, Clara, ne regrette pas ça plus tard. LOL, oui, j'ai dit LOL. Vous auriez dû voir sa tête. Elle pensait probablement que j'allais supplier, pleurer ou essayer de la dissuader. Au lieu de ça, je lui ai donné ce qu'elle voulait. J'ai signé les papiers sans hésiter, les lui ai rendus et suis sorti de la maison. Je n'ai même pas pris mes affaires. À quoi bon? Clara avait clairement montré où j'en étais dans son monde. Soyons honnêtes, partir n'a pas été facile. Cette maison, ce n'était pas juste un bâtiment, c'était l'endroit où j'avais investi mon amour, mes espoirs et mes rêves pour notre avenir. C'était là que je pensais qu'on vieillirait ensemble. Mais visiblement, j'étais le seul à le penser. En partant, je n'ai pas pu m'empêcher de rire un peu, pas par humour, mais parce que je savais quelque chose qu'elle ignorait. Clara pensait qu'elle avait gagné, qu'elle tenait toutes les cartes en main. Mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que le jeu qu'elle tenait n'était même pas réel. En marchant dans la rue, j'ai pensé à Robert. Cet homme avait toujours une longueur d'avance sur tout le monde, et j'avais le sentiment que cette fois ne ferait pas exception. Il était impossible qu'il remette 379 millions de dollars à quelqu'un d'aussi irresponsable et arrogant que Clara sans mettre des garde-fous en place. Je ne connaissais pas encore les détails, mais je savais assez sur Robert pour lui faire confiance, il avait prévu ce scénario exact. Alors, pendant que Clara célébrait sa prétendue victoire, je l'ai laissé croire qu'elle avait tout, qu'elle était libre de moi, de toute responsabilité, et en route vers une vie de luxe. Parce que, tôt ou tard, la réalité allait la frapper comme un train de marchandises, et quand ça arriverait, je ne serais pas là pour ramasser les morceaux. Non, cette fois, Clara était seule. Vous penseriez qu'à ce stade, j'aurais vu les fissures dans les fondations de mon mariage. Mais non, la clairvoyance est un professeur cruel, n'est-ce pas? Avec le recul, je me rends compte que les signes étaient toujours là, de petits moments, des mots subtils, des expressions fugaces qui laissaient entrevoir qui était vraiment Clara. Je ne voulais simplement pas les voir. Laissez-moi vous ramener au début, quand Clara et moi nous sommes rencontrés. Elle avait ce charme,
un magnétisme qui pouvait attirer n'importe qui. Elle était spirituelle, élégante, et avait une étincelle dans les yeux qui vous faisait sentir comme l'homme le plus chanceux du monde si vous attiriez son attention. Et je suis tombé dedans, tête baissée. À l'époque, je me débrouillais bien. Je n'étais pas riche, loin de là, mais j'étais à l'aise. J'avais un bon travail, une maison modeste et une routine stable. Clara, en revanche, était à la dérive. Elle avait 30 ans, était sans emploi et vivait encore des allocations occasionnelles que son père lui envoyait. Elle avait essayé quelques trucs écriture en freelance, un vague travail de consultante, même un court passage comme gérante de boutique, mais rien n'avait jamais tenu. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, je n'ai pas vu son manque d'ambition comme un signal d'alarme. Au contraire, j'y ai vu une opportunité de la soutenir, de l'aider à trouver ses marques. Elle avait du potentiel, me disais-je. Elle avait juste besoin de quelqu'un qui croit en elle. Et pendant un temps, on aurait dit que j'avais raison. Clara était douce, attentionnée et semblait sincèrement intéressée à construire une vie ensemble. Mais il y avait une ombre constante dans sa vie, son père, Robert. Robert était l'opposé polaire de Clara. Il était discipliné, pragmatique et incroyablement prospère. Il avait bâti sa fortune de zéro, travaillant souvent 16 heures par jour et faisant des sacrifices que Clara ne pouvait même pas commencer à comprendre. Et mon Dieu, comme elle lui en voulait pour ça. Il ne s'est jamais soucié de moi, disait-elle, l'amertume suintant de ses mots. Tout ce qui l'intéressait, c'était ses stupides affaires. Même quand j'étais petite, c'était toujours « Clara, sois responsable, Clara, travaille dur, Clara, économise ton argent. » Comme si j'étais une sorte d'investissement plutôt que sa fille. Je ne savais pas comment répondre à ça. De mon point de vue, Robert semblait être un homme bien. Il était peut-être strict, mais il se souciait d'elle. Il lui envoyait de l'argent quand elle en avait besoin, lui donnait des conseils même si elle n'en voulait pas, et s'assurait qu'elle soit toujours prise en charge. Mais Clara n'y voyait que du contrôle, et elle le détestait pour ça. Malgré ses plaintes, Robert était une présence imposante dans notre relation. Il avait cette manière de vous faire sentir à la fois impressionné et intimidé. Les quelques fois où nous nous sommes rencontrés, il était poli, voire chaleureux, mais je pouvais voir qu'il m'évaluait, qu'il jugeait si j'étais assez bien pour sa fille. « Prends soin d'elle », m'a-t-il dit une fois. Elle a besoin de stabilité. J'ai promis que je le ferais. Mais je ne pense pas que même Robert savait à quel point l'arrogance de Clara était profonde. Après notre mariage, il est devenu clair que Clara n'avait aucun intérêt à contribuer à notre vie commune. Je travaillais de longues heures pour payer les factures pendant qu'elle passait ses journées à faire du shopping, à déjeuner avec des amis et à défiler sur les réseaux sociaux. De temps en temps, elle parlait de trouver un travail ou de lancer un projet, mais rien ne se concrétisait jamais. Au début, je l'ai ignorée. Elle s'adapte, me disais-je. Le mariage est un grand changement, elle trouvera son rythme éventuellement. Mais au fil des mois qui se transformaient en années, j'ai réalisé que ça n'arriverait pas. Pourtant, je tenais bon. Je l'aimais, et je croyais en nous. Je pensais que si je lui donnais assez de temps et de soutien, elle finirait par trouver sa voie. Mais au fond, je crois que j'ai toujours su la vérité, Clara ne voulait pas d'un partenariat, elle voulait un billet gratuit. Les choses ont empiré à mesure que son ressentiment envers Robert grandissait. Elle se plaignait sans cesse de la manière dont il amassait sa fortune pendant qu'elle luttait pour profiter de la vie, peu importe qu'elle ne luttait pas, du moins pas financièrement. Entre l'allocation que Robert lui envoyait encore et mon revenu stable, Clara avait tout ce dont elle avait besoin. Mais ce n'était jamais assez. Elle parlait de comment les choses changeraient une fois Robert parti. Il pense qu'il peut me contrôler avec son argent, disait-elle, mais quand il ne sera plus là, je serai enfin libre. Ça me mettait mal à l'aise de l'entendre parler ainsi. Je mettais ça sur le compte de la frustration, mais avec le recul, c'était plus que ça. Clara n'attendait pas seulement que son père décède, elle misait dessus. J'aurais dû voir les signaux d'alarme à ce moment-là, l'arrogance, l'amertume, la façon dont elle blâmait toujours les autres pour ses problèmes. Tout était là, clair comme le jour. Mais je l'ai ignoré, convaincu que l'amour suffirait à tout arranger. Alors je continuais à travailler, à la soutenir, à croire en un avenir qui, comme il s'est avéré, n'était jamais destiné à être. Vous savez, il y a une sorte d'arrogance particulière que l'argent fait ressortir chez certaines personnes, une arrogance qui ne repose même pas sur la possession réelle, mais sur la simple croyance que l'argent leur appartient. C'était Clara.
Après les funérailles de Robert, elle agissait comme si elle avait déjà gagné à la loterie. Dans son esprit, j'étais juste le bagage supplémentaire dont elle devait se débarrasser avant de commencer sa vraie vie. Le changement dans son attitude fut instantané. À peine revenue des funérailles, Clara a commencé à planifier son avenir fastueux. Ce n'était pas le chagrin qui remplissait la pièce ces jours-là, c'était l'arrogance, pure et simple. Elle se pavanait dans la maison avec un air d'importance, parlait déjà de rénovation, de nouvelles voitures et de vacances. Une fois que la succession sera réglée, je vais engager un décorateur d'intérieur, a-t-elle dit un soir, en parcourant des photos de villas de luxe sur son téléphone. Cette maison a tellement de potentiel, tu ne trouves pas? L'ironie ne m'échappait pas. C'était la même femme qui avait passé des années à se plaindre que notre maison était petite et ennuyeuse. Mais maintenant qu'elle pensait être riche, elle devenait soudain un diamant brut. Au début, je suis resté silencieux, la laissant parler. Peut-être était-ce une curiosité morbide, la regarder tisser ses rêves élaborés sans avoir la moindre idée de ce qui l'attendait vraiment. Elle feuilletait des catalogues, marmonnant sur des comptoirs en marbre et des lustres en cristal, tout en ignorant complètement que notre mariage s'effondrait sous ses yeux. Et puis, c'est arrivé, la conversation qui a brisé ce qui restait de notre fragile relation. Nous étions assis dans le salon quand Clara, sans préambule, a lâché la bombe. Je pense qu'il est temps qu'on prenne des chemins séparés. J'ai cligné des yeux, sincèrement confus. Chemins séparés? De quoi parles-tu? Je veux divorcer, a-t-elle dit, d'un ton si désinvolte qu'on aurait cru qu'elle me demandait de lui passer le sel. Je me suis adossé, essayant de digérer ces mots. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Clara a soupiré, comme si le simple fait de s'expliquer était une corvée. Écoute, James, ne rends pas ça plus difficile que ça ne doit l'être. J'y pense depuis un moment. Eh bien, je n'ai plus besoin de toi. Tu as été super, mais soyons honnêtes, tu n'es pas exactement indispensable. Indispensable. Ce mot m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant des années, j'avais été son roc. Je payais les factures, faisais la cuisine, nettoyais les dégâts, littéraux et métaphoriques. Mais maintenant, parce qu'elle pensait avoir un filet de sécurité de 379 millions de dollars, j'étais soudain jetable. Je sentais la colère monter, mais je me suis forcé à rester calme. Alors c'est tout? Tu penses qu'un tas d'argent va résoudre tous tes problèmes? Ses yeux se sont plissés, et sa voix a pris un ton tranchant. Ne fais pas comme si c'était une grande trahison. Tu sais depuis des années que ce mariage ne marchait pas. Je mérite une chance d'être heureuse, James, et franchement, je ne peux pas le faire avec toi qui me retiens. Me retenir? C'était fort, venant de quelqu'un qui n'avait absolument rien fait pour subvenir à ses besoins pendant toutes les années qu'on avait passées ensemble. Mais je n'allais pas discuter avec elle, plus maintenant. D'accord, ai-je dit, gardant mon ton neutre. Si c'est ce que tu veux, très bien. Je signerai les papiers. Elle a semblé surprise, comme si elle s'attendait à ce que je supplie ou me batte pour changer d'avis. Mais pourquoi l'aurais-je fait? Clara avait clairement montré que je n'étais qu'un remplaçant dans sa vie, une commodité temporaire jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. En signant les papiers, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un étrange soulagement. Oui, ça faisait mal de voir à quel point je comptais peu pour elle, mais en même temps, je savais que j'étais mieux sans elle. Avant de lui rendre les papiers, je me suis arrêté et les regardé dans les yeux. Juste un conseil, Clara, ne regrette pas ça plus tard. Lol. Ses lèvres se sont tordues en un rictus. Crois-moi, je ne le ferai pas, elle n'a même pas attendu que je parte. Alors que je franchissais la porte, je l'entendais déjà au téléphone, parlant avec excitation d'une retraite dans un spa de luxe qu'elle voulait réserver pour célébrer. Célébrer quoi exactement? Perdre un mari qui aurait traversé le feu pour elle? Jouer son avenir entier sur un héritage dont elle n'avait même pas lu les petites lignes? Mais je l'ai laissé avoir son moment, la laisser savourer sa prétendue victoire. Après tout, ce que Clara ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que les 379 millions de dollars sur lesquels elle comptait n'étaient pas exactement ce qu'elle pensait. Et bientôt, la réalité viendrait frapper, brisant son petit fantasme en morceaux. Vous savez, ce moment dans les films où le méchant, debout au sommet du monde, réalise soudain que le sol sous ses pieds n'est pas aussi solide qu'il le pensait. C'est exactement ce qui est arrivé à Clara quand elle a rencontré l'avocat de Robert. À ce stade, Clara était sur un petit nuage.
Elle était entrée dans le bureau de l'avocat comme une reine arrivant à son couronnement. Elle portait sa plus belle tenue de créateur probablement achetée avec mon argent avant le divorce et se comportait avec une assurance arrogante, comme si le monde lui devait tout ce qu'il avait à offrir. Je n'étais pas là, bien sûr, mais je peux imaginer comment tout s'est déroulé. Clara n'a probablement même pas pris la peine des politesses. Elle n'était pas intéressée par le jargon juridique ou les formalités familiales. Elle était là pour une seule chose, les 379 millions de dollars qu'elle croyait être son droit de naissance. L'avocat, un homme nommé M. Grayson, était un vieil ami de Robert. Il gérait les affaires juridiques de la famille depuis des décennies et n'était pas du genre à tolérer les imbéciles. Clara, cependant, ne s'en rendait pas compte. Allons droit au but, M. Grayson, j'entends presque sa voix dire. Je sais que la succession de mon père était considérable, et en tant que sa seule enfant, je suppose que la majeure partie me revient. Alors, si nous pouvions simplement finaliser les papiers, ce serait parfait. Grayson, à son crédit, n'a pas réagi. Cet homme était un maître du sang-froid. Au lieu de cela, il a tendu à Clara une copie du testament. « Avez-vous lu ce document attentivement, Madame Emerson » a-t-il demandé. Clara a balayé la question d'un geste dédaigneux. J'y ai jeté un œil. La succession de mon père vaut 379 millions de dollars, correct? C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. C'est là que tout a basculé. Grayson a ri, pas un rire poli, attention. C'était le genre de rire qu'on attend de quelqu'un qui connaît un secret sur le point de changer votre vie pour toujours. Clara s'est figée. Qu'est-ce qui est si drôle, a-t-elle exigé, sa voix teintée d'irritation. Grayson s'est adossé à son fauteuil, les yeux pétillants d'un mélange d'amusement et de pitié. Madame Emerson, je vous suggère de regarder de plus près les termes du testament. La succession vaut bien 379 millions de dollars, mais il y a des conditions. Des conditions. La confiance de Clara a commencé à vaciller. Oui, a dit Grayson, en ouvrant le testament à une page spécifique. Votre père, comme vous le savez, était un homme méticuleux. Il croyait au travail acharné et à la responsabilité. En conséquence, il a défini une série d'exigences qui doivent être remplies avant que vous puissiez accéder à l'héritage complet. Quel genre d'exigences ? A demandé Clara, sa voix montant. Grayson a expliqué calmement, comme s'il avait fait ça des milliers de fois. Pour accéder au fonds, vous devez remplir les conditions suivantes, obtenir un emploi à temps plein, compléter un cours de gestion financière et maintenir les deux pendant un minimum de 5 ans. Ce n'est qu'alors que le trust sera entièrement débloqué. Le visage de Clara a dû perdre toute couleur à cet instant. Vous plaisantez, a-t-elle dit. C'est ridicule. Je suis sa fille, je ne devrais pas avoir à gagner ce qui me revient de droit. Grayson n'a pas bronché. Votre père était très clair sur ce point. Il pensait qu'il était important que vous développiez les compétences nécessaires pour gérer une somme aussi importante. Il voulait s'assurer que vous ne la dilapideriez pas. La pièce a dû devenir silencieuse alors, sauf pour la respiration superficielle de Clara. Tous ces grands projets rénovation, vacances, voitures de luxe lui glissaient entre les doigts comme du sable. Et si je ne remplis pas ces conditions, a-t-elle demandé, une pointe de désespoir dans la voix. Grayson a refermé le testament avec un bruit sourd discret. Si vous ne remplissez pas les conditions dans les 5 ans, le trust sera dissous, et l'intégralité de la succession sera donnée à des œuvres de charité. Des œuvres de charité ? Clara a pratiquement hurlé. Vous me dites que je pourrais tout perdre ? Grayson a hoché la tête. C'est exact. Clara était abasourdie. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Dans son esprit, l'héritage lui appartenait, sans condition. L'idée qu'elles doivent travailler pour l'obtenir, après des années à éviter toute responsabilité réelle, était impensable. Mais le coup final était encore à venir. Grayson s'est penché en avant, son expression s'adoucissant légèrement. Il y a une chose de plus, a-t-il dit. Votre père a également alloué une partie de la succession 20% pour être exact à James. Si Clara était pâle avant, elle était maintenant blanche comme un linge. James ? Mon ex-mari ? Pourquoi ? Pourquoi aurait-il droit à quoi que ce soit ? Votre père appréciait les soins et le respect de James, particulièrement durant ces dernières années, a expliqué Grayson. Il pensait que James démontrait les valeurs qu'il espérait voir en vous. Clara ne pouvait pas parler.
Elle était entrée dans ce bureau en s'attendant à repartir millionnaire, pour se retrouver avec une liste de tâches et une fraction de ce qu'elle pensait mériter. Quant à James, eh bien, c'est moi. Je n'ai pas été surpris quand Grayson m'a appelé pour m'informer des 20%. Je l'ai remercié et lui ai dit de transmettre mes salutations à Clara. Après tout, je l'avais prévenu de ne pas regretter ça plus tard. Je dois admettre, quand j'ai reçu l'appel de M. Grayson, l'avocat de Robert, j'avais déjà une assez bonne idée de ce qui s'était passé dans son bureau. Je pouvais presque entendre les hurlements de Clara à travers le téléphone, même si je n'étais pas là. Mais entendre Grayson tout m'expliquer, pièce par pièce, était satisfaisant, pas parce que j'aime voir les gens souffrir, bon, peut-être un peu, mais parce que c'était la validation ultime. Tout ce que Robert avait dit, tout ce que Clara avait ignoré, revenait maintenant la mordre. Rebobinons un instant. Robert n'était pas juste un homme d'affaires, c'était un stratège. Cet homme ne laissait rien au hasard, surtout pas sa succession de 379 millions de dollars. Il m'a dit un jour, autour d'une tasse de café, « James, l'argent, c'est comme le feu. Ça peut te réchauffer si tu le respectes, ou te brûler si tu ne le fais pas. » Je n'avais pas réalisé à l'époque combien ces mots pesaient lourd. Maintenant, Clara, elle, traitait l'argent comme un droit de naissance, pas quelque chose qu'elle devait gagner ou respecter. Elle supposait que son héritage était un parachute doré qui l'emmènerait vers une vie de luxe sans effort. Et c'est là que brillait le génie de Robert. Il ne lui a pas juste laissé 379 millions de dollars, il lui a laissé un défi brutal. Grayson m'a expliqué les détails lors de notre appel. « Votre ex-femme n'a pas lu le testament, n'est-ce pas » a-t-il demandé, l'amusement dégoulinant de son ton. « Pas une chance » ai-je répondu. Elle a probablement survolé la première page et pensé qu'elle avait touché le jackpot. Grayson a ri. Eh bien, elle va avoir un réveil brutal. Le fonds en fiducie est verrouillé jusqu'à ce qu'elle remplisse les conditions établies par votre beau-père, un emploi à temps plein, une formation en gestion financière, et maintenir les deux pendant 5 ans. J'ai laissé échapper un sifflement bas. 5 ans ? Ça va lui sembler 5 décennies pour Clara. Exactement, a dit Grayson. Robert croyait que la richesse sans discipline est une recette pour le désastre. Il voulait qu'elle comprenne la valeur du travail acharné et de la responsabilité avant d'accéder à une somme aussi importante. C'était génial, vraiment. Robert connaissait sa fille mieux que quiconque, et il a élaboré un plan qui la forcerait soit à grandir, soit à s'assurer que son argent aille là où il pourrait vraiment faire du bien, à des œuvres de charité. Mais Grayson n'avait pas fini. « Il y a une chose de plus que vous devriez savoir » a-t-il dit. « Oh, quoi donc ? Robert vous a également laissé une partie de la succession 20%, pour être exact. » J'ai presque lâché le téléphone. 20%? Vous êtes sérieux? Tout à fait sérieux. Robert valorisait le respect et les soins que vous lui avez montrés, surtout durant ces dernières années. Il voulait s'assurer que vous soyez reconnu pour cela. Je ne savais pas quoi dire. D'un côté, j'étais reconnaissant, de l'autre, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une pointe de culpabilité. Ce n'était pas mon argent, c'était l'héritage de Robert. Mais encore une fois, il avait clairement exprimé ses souhaits, et je n'allais pas contester la sagesse d'un homme mort. Pendant que je digérais cette information, mon esprit s'est tourné vers Clara. Elle devait être en train de perdre la tête. Pour elle, les conditions du fonds en fiducie n'étaient pas juste gênantes, elles étaient catastrophiques. Clara avait passé toute sa vie à éviter les responsabilités. Maintenant, si elle voulait accéder à la fortune sur laquelle elle comptait, elle devrait faire la seule chose qu'elle méprisait, travailler. Et ce n'était pas tout. Le fait que moi, son ex-mari, inutile, qu'elle avait jeté sans y réfléchir, ait reçu 20% de la succession était l'insulte ultime. Robert aurait aussi bien pu tendre la main depuis sa tombe et dire « Grandis, Clara. Apprends de quelqu'un qui comprend la valeur du travail acharné. » Je ne pouvais m'empêcher de rire de l'ironie. Clara avait passé des années à se plaindre de la sévérité de Robert, le traitant de radin et de contrôlant. Mais à la fin, c'était sa discipline qui avait fait son succès, et sa sagesse qui assurait que sa fortune ne serait pas gaspillée. Maintenant, voici le clou du spectacle. Le fonds en fiducie n'était pas juste une leçon pour Clara, c'était un témoignage du caractère de Robert, de sa croyance en la responsabilité et de son refus de laisser sa fortune ruiner les gens qu'il aimait. J'ai raccroché le téléphone avec un étrange mélange de satisfaction et de clôture. Clara avait toujours vu Robert comme un obstacle,
quelqu'un qui se dressait entre elle et la vie qu'elle pensait mériter. Mais maintenant, elle faisait face à la dure réalité qu'il était le seul à vraiment comprendre son potentiel, et le seul prêt à la pousser à l'atteindre. Quant à moi, je n'allais pas jubiler bon, peut-être que j'appréciais l'idée de l'avoir essayé de comprendre comment garder un emploi pendant 5 ans. Mais surtout, je me sentais libre. Libre de l'arrogance de Clara, libre de ses critiques constantes, et libre d'avancer dans ma vie. Et les 40 000 $ que je recevrais éventuellement du testament de Robert? Ce n'était pas juste de l'argent, c'était un rappel que l'intégrité, le respect et le travail acharné comptent. J'avoue qu'une partie de moi aurait aimé être une mouche sur le mur quand la vérité a frappé Clara comme un train de marchandises. La Clara que je connaissais ne gérait pas bien la déception. Elle avait toujours été quelqu'un qui évitait les responsabilités et prospérait sur l'arrogance, et maintenant elle faisait face à une réalité qu'elle ne pouvait pas manipuler pour s'en sortir. Après avoir appris les conditions du testament de Robert, le monde de Clara a dû lui sembler s'écrouler autour d'elle. Je pouvais l'imaginer assise en face de M. Grayson, le visage pâle, les mains tremblantes, et sa voix montant dans ce ton de panique qu'elle utilisait chaque fois que les choses n'allaient pas dans son sens. « Qu'est-ce que vous voulez dire? Je dois travailler? C'est absurde, je l'entends dire. Je suis sa fille, cet argent m'appartient. » Grayson, toujours calme et professionnel, a probablement répondu quelque chose comme « Madame Emerson, votre père a été très clair sur ses intentions. Il voulait s'assurer que sa richesse soit utilisée de manière responsable. Ces conditions sont non négociables. » Pour quelqu'un comme Clara, qui avait passé sa vie à éviter tout ce qui ressemblait à du travail acharné, ça a dû ressembler à une blague cruelle. Elle s'était construit ce fantasme dans sa tête, un monde où elle était libre de céder à tous ses caprices sans conséquence. Mais maintenant, ce fantasme s'effondrait, ne lui laissant que frustration et regret. Quand Grayson a révélé que j'avais reçu 20% de la succession, je pouvais presque voir le sang de Clara bouillir. L'idée même que moi, l'ex-mari, inutile, qu'elle avait rejeté sans réfléchir, soit jugé digne du respect de son père a dû être insupportable pour elle. Pourquoi obtient-il 20%? A-t-elle probablement exigé. Il ne fait même plus partie de cette famille. Grayson, imperturbable, lui a sans doute rappelé le respect que j'avais montré à Robert durant ces dernières années, un respect qu'elle-même ne lui avait jamais donné. Ça a dû faire mal. Et le meilleur? Elle ne pouvait rien y faire. Le testament était inattaquable, minutieusement rédigé pour empêcher toute contestation légale. Clara n'avait d'autre choix que d'accepter les termes, peu importe à quel point ils lui semblaient injustes. Mais le vrai coup est venu plus tard. Après la réunion, l'arrogance de Clara avait été dépouillée, ne lui laissant que la dure réalité de sa situation. Elle était sans emploi, divorcée, et maintenant confrontée à la tâche intimidante de remplir les conditions du fonds en fiducie. Je suis sûr qu'elle a passé des jours à arpenter la maison, essayant de trouver sa prochaine étape. Elle a probablement pensé à contester le testament, mais au fond, elle savait que c'était futile. L'avocat de Robert aurait anticipé chaque argument possible, et Clara n'avait ni les ressources ni l'énergie pour mener une bataille perdue d'avance. À un moment donné, les regrets ont dû commencer à s'insinuer. Clara avait brûlé tous les ponts derrière elle, croyant que les 379 millions de dollars la rendraient intouchable. Maintenant, elle se retrouvait avec rien d'autre qu'une liste de conditions pour lesquelles elle n'était absolument pas préparée. Et n'oublions pas l'humiliation. Clara avait passé des années à se moquer de la discipline de Robert, le traitant de radin et de déconnecté. Maintenant, elle était forcée d'adopter les valeurs mêmes qu'elle avait rejetées toute sa vie. C'était une justice poétique, vraiment. J'imagine Clara assise seule dans cette grande maison, fixant les papiers du fonds en fiducie, se demandant comment tout avait si mal tourné. Elle a probablement repensé à notre mariage, à la vie qu'on avait construite ensemble, et réalisé que peut-être, juste peut-être, elle m'avait sous-estimé. Bien sûr, elle ne l'admettrait jamais. Clara était trop fière pour ça. Mais les signes de son regret étaient assez clairs, les textos désespérés qu'elle m'a envoyés, les tentatives maladroites de prendre des nouvelles après le divorce, c'était tout ce dont j'avais besoin comme preuve. Je n'ai pas répondu à ces messages. À quoi bon? Clara avait fait son choix, et maintenant elle vivait avec les conséquences. Je mentirais si je disais que je ne ressentais pas une légère satisfaction en sachant qu'elle expérimentait enfin ce que signifiait assumer la responsabilité de ses actes. Pour une fois dans sa vie, Clara était tenue responsable, et il n'y avait plus personne pour la tirer d'affaire. Pendant ce temps, j'avançais. Libre de l'arrogance de Clara,
libre de ses plaintes constantes, et libre de reconstruire ma vie à mes propres conditions. Quant à Clara, je n'ai aucun doute qu'elle lutte encore pour accepter sa nouvelle réalité. Peut-être essaie-t-elle de trouver un emploi, peut-être suit-elle le cours de gestion financière requis par son père, ou peut-être reste-t-elle assise dans cette maison, se vautrant dans le regret et se demandant comment elle a laissé tout lui échapper. Quoi qu'elle fasse, une chose est certaine, elle n'oubliera jamais le jour où ses fantasmes se sont effondrés, ne lui laissant que le goût amer du regret. Vous savez, en y repensant, le plus étrange, c'est à quel point je me sentais soulagé. J'étais sorti d'un mariage qui s'effondrait depuis des années, j'avais laissé derrière moi une maison remplie de promesses vides, et maintenant j'apprenais que mon ex-femme, Clara, avait pratiquement fait exploser tout son avenir. Et pourtant, je n'étais ni en colère ni amer. J'étais soulagé. La vérité, c'est que le divorce n'était pas juste une fin, c'était un début. Pour la première fois en des années, je n'étais plus alourdi par l'arrogance de Clara, ses plaintes constantes ou sa liste sans fin d'attentes irréalistes. J'étais libre de me concentrer sur moi, sur ce que je voulais, sans avoir à nettoyer les dégâts de quelqu'un d'autre. Mais revenons un peu en arrière. Après avoir entendu M. Grayson parler du testament, je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir à tout ce qui avait conduit à ce point. Robert, mon défunt beau-père, avait toujours été un homme de discipline et de principe. Il ne jetait pas l'argent par les fenêtres ni ne s'adonnait à des luxes inutiles. Alors que Clara voyait cela comme de la radinerie, moi, j'y voyais de la sagesse. Robert m'a dit un jour, « James, les gens qui héritent de la richesse sans la gagner ne la respectent jamais. C'est comme leur donner du feu, soit ils le laissent s'éteindre, soit ils se brûlent avec. » À l'époque, je pensais qu'il faisait juste la conversation, mais maintenant je réalisais qu'il me préparait pour ce moment précis. Clara, elle, avait passé sa vie à courir après l'illusion de la richesse sans jamais en comprendre la valeur. Elle pensait que l'argent résoudrait tous ses problèmes, mais elle ne réalisait pas que l'argent sans but n'est rien de plus que des chiffres sur un compte bancaire. L'ironie ne m'échappait pas, Clara s'était moquée de moi pendant des années, me traitant de ennuyeux et sans ambition parce que je croyais au travail acharné et à vivre selon mes moyens. Et pourtant, me voilà, stable, tandis qu'elle s'agitait dans les retombées de sa propre arrogance. Je ne jubilais pas bon, peut-être un peu mais surtout, je me sentais validé. Toutes les années passées à essayer de soutenir Clara, à l'encourager à prendre ses responsabilités, n'avaient pas été vaines après tout. Robert avait vu ce que je voyais en elle, et il avait mis des garde-fous en place pour s'assurer que son héritage ne soit pas gaspillé. Et puis il y avait les 20% d'héritage que Robert m'avait laissés. Au début, je ne savais pas quoi en penser. Une partie de moi pensait que je ne le méritais pas après tout, c'était l'argent de Robert, pas le mien. Mais une autre partie de moi réalisait que ce n'était pas juste une question d'argent. C'était une reconnaissance du respect que Robert avait pour moi, pour la manière dont je l'avais traité et dont j'avais respecté ses valeurs. Cet héritage n'était pas juste un cadeau financier, c'était une reconnaissance du lien que nous avions partagé. J'ai décidé d'utiliser l'argent intelligemment. Je n'allais pas le dépenser en voiture tape-à accent grave-l'œil ou en vacances coûteuses. À la place, je l'ai investi dans mon avenir. J'ai mis une partie en épargne, utilisé une autre pour démarrer ma propre entreprise, et fait don d'une portion à une œuvre de charité que Robert soutenait de son vivant. Ça me semblait être la bonne chose à faire, une manière d'honorer sa mémoire. Quant à Clara, eh bien, j'entendais des bribes de sa vie par des connaissances communes. Elle ne s'en sortait pas bien, pour le dire gentiment. Les conditions du fonds en fiducie se révélaient plus qu'elle ne pouvait gérer. Elle avait essayé de trouver un emploi, mais elle a vite réalisé qu'une vie à éviter les responsabilités ne vous prépare pas vraiment au monde du travail. D'après ce que j'ai entendu, elle a suivi le cours de gestion financière requis par son père, mais même ça était une lutte. Clara n'avait jamais été disciplinée, et essayer de se forcer dans un environnement structuré, c'était comme essayer de faire rentrer un carré dans un cercle. Et pourtant, je ne pouvais pas me résoudre à avoir pitié d'elle. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle vivait avec les conséquences. La même arrogance qui l'avait poussée à exiger le divorce était maintenant ce qui la retenait. Pendant ce temps, moi, je prospérais. Libéré de la négativité constante de Clara, je me suis retrouvé avec un nouvel élan. Ma carrière a décollé, mon entreprise a commencé à croître, et j'ai même renoué avec de vieux amis qui s'étaient éloignés durant le chaos de mon mariage. Pour la première fois en des années, je me sentais moi-même à nouveau. Et savez-vous quelle était la meilleure partie? Le silence. Plus de disputes, plus de commentaires passifs-agressifs,
plus de marche sur des œufs pour éviter de déclencher une des crises de Clara. Juste la paix. De temps en temps, je repensais à Robert et aux leçons qu'il m'avait enseignées, non seulement par ses mots, mais par ses actions. Il m'avait montré l'importance de la discipline, de l'intégrité et du respect, et ces leçons étaient devenues les fondations de ma nouvelle vie. Alors, pendant que Clara s'occupait de comprendre comment remplir les conditions du fonds en fiducie, moi, je construisais quelque chose de réel, quelque chose de significatif. Et pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'étais exactement là où je devais être. La chute de Clara n'a pas mis longtemps à commencer. Honnêtement, je mentirais si je disais que je ne l'avais pas vu venir. On ne peut pas passer toute sa vie à compter sur les efforts des autres et s'attendre à réussir soudainement quand le filet de sécurité disparaît. Les conditions du testament de Robert étaient comme un électrochoc qu'elle n'avait jamais voulu mais dont elle avait désespérément besoin. D'après ce que j'ai entendu, son premier défi a été de trouver un emploi. Pour quelqu'un qui n'avait jamais tenu un poste stable de sa vie, c'était une tâche monumentale. Clara, la même femme qui se moquait autrefois de mon travail de 9 à 5 ans le qualifiant d'unimaginatif, se retrouvait maintenant à fouiller les annonces d'emploi et à envoyer des CV. L'ironie était presque poétique. Mais son arrogance, même face à l'adversité, a empiré les choses. Au lieu de s'humilier et de commencer petit, Clara visait des postes pour lesquels elle n'avait aucune qualification, des rôles exécutifs, de la gestion senior, tout ce qui sonnait prestigieux. Quand les inévitables emails de rejet ont commencé à arriver, elle était perplexe. Que veulent-ils dire par « je ne suis pas qualifiée » marmonnait-elle probablement, fixant l'écran de son ordinateur portable. Je suis la fille de Robert Emerson. L'arrogance qui avait été son bouclier toute sa vie était maintenant son plus grand obstacle. Les employeurs ne s'intéressaient pas à son nom de famille, ils voulaient de l'expérience, des compétences et une éthique de travail solide, aucune de ces choses que Clara possédait. Finalement, elle a baissé ses attentes et a postulé pour des postes de débutants, mais même cela était un défi. Elle manquait de la discipline de base nécessaire pour réussir dans n'importe quel rôle. Clara n'était pas habituée à recevoir des ordres ou à mener des tâches à bien. Elle avait passé sa vie à déléguer, éviter et blâmer les autres quand les choses tournaient mal. Puis est venu le cours de gestion financière, une autre condition du fonds en fiducie. J'ai entendu par le bouche à oreille qu'elle l'a abordé avec le même mépris qu'elle avait pour le travail. Pour elle, c'était juste un autre obstacle à franchir, une case à cocher pour mettre la main sur l'argent. Mais le cours ne consistait pas juste à se présenter, il demandait de l'effort, de la concentration et une compréhension de concepts qui ne l'intéressaient pas. Elle a échoué au premier module, puis au deuxième et au troisième. Chaque échec entamait la confiance qu'elle portait autrefois comme une armure. Pour la première fois, Clara faisait face à un monde qui ne pliait pas à sa volonté, et ça la brisait. Son style de vie a commencé à s'effondrer aussi. Sans accès aux 379 millions de dollars qu'elle pensait être siens, Clara a dû se rabattre sur le peu d'argent qui lui restait. Les soins spa coûteux, les virées shopping et les dîners chics qui définissaient autrefois sa vie ont été remplacés par des applications de budget et des repas préparés à l'avance. Elle a même vendu quelques-uns de ses sacs de créateurs pour joindre les deux bouts. Je ne peux imaginer à quel point ça a dû être humiliant pour elle. Clara, la reine autoproclamée du luxe, réduite à découper des coupons et à faire ses courses dans des magasins discount. Mais le pire, d'après ce que je sais, c'était l'isolement. Clara avait brûlé tellement de ponts dans sa quête de richesse et d'indépendance que, quand les choses ont commencé à s'effondrer, elle n'avait plus personne vers qui se tourner. Ses soi-disant amis, ceux qui l'avaient encouragée quand elle m'a quitté, ont disparu dès que son argent s'est épuisé. C'est drôle comme les gens disparaissent vite quand vous ne leur êtes plus utile. Clara l'a appris à ses dépens. Pendant ce temps, le compte à rebours avançait. Les conditions du fonds en fiducie lui donnaient 5 ans pour obtenir un emploi, compléter le cours financier et maintenir les deux de manière constante. Mais chaque échec, chaque faux pas rendait l'objectif de plus en plus hors de portée. J'ai entendu qu'elle avait essayé de contester le testament à un moment, prétendant que les conditions étaient injustes. Bien sûr, l'affaire n'a abouti à rien. Robert avait été minutieux dans la rédaction du testament, et il n'y avait aucune faille juridique à exploiter pour Clara. Elle était coincée, et elle le savait. De temps en temps, j'entendais des bribes sur elle par des connaissances communes. Elle galère, disait-il. Elle ne va pas bien. Je ne demandais jamais de détails, je n'en avais pas besoin. La chute de Clara n'était pas quelque chose dont je voulais me réjouir, c'était juste une conséquence naturelle des choix qu'elle avait faits.
Pourtant, une partie de moi espérait qu'elle tirerait une leçon de tout ça. Peut-être que la lutte la forcerait à grandir, à enfin assumer la responsabilité de sa vie. Mais au fond, je savais mieux que ça. Clara avait passé tellement de temps à blâmer les autres pour ses problèmes que je doutais qu'elle sache même regarder dans le miroir et voir la vérité. À la fin de la première année, les fissures dans sa vie étaient pleinement exposées. Elle était sans emploi, fauchée, et seule, s'accrochant à l'espoir ténu qu'elle pourrait somehow renverser la situation avant la limite des 5 ans. Mais si vous voulez mon avis, la vraie tragédie n'était pas qu'elle ait échoué à remplir les conditions du fonds en fiducie. C'était qu'elle ait échoué à voir l'opportunité devant elle. Le testament de Robert n'était pas juste une question d'argent, il s'agissait de croissance, de responsabilité et de rédemption. C'était une chance pour Clara de prouver à elle-même et au monde qu'elle était plus qu'une héritière gâtée et arrogante. Malheureusement, Clara n'était pas prête à saisir cette chance, et quand elle l'a réalisée, il était déjà trop tard. Pendant que Clara trébuchait dans les décombres de sa vie, je commençais enfin à reconstruire la mienne. M'éloigner d'elle et de ce mariage toxique avait été la meilleure décision que j'ai jamais prise. C'était comme si un poids avait été levé, et je pouvais enfin voir clairement le chemin devant moi. Les 20% d'héritage inattendu de Robert m'ont donné une sécurité que je n'avais pas ressentie pendant des années. Ce n'était pas le montant qui comptait, c'était ce qu'il symbolisait. La reconnaissance de mes efforts et de mes valeurs par Robert valait plus que n'importe quel chiffre en dollars, et je n'allais pas le gaspiller. J'ai investi intelligemment, mettant une partie de l'argent dans le démarrage de ma propre entreprise de conseil. Ce n'était pas Tapac sans grave l'œil, mais c'était quelque chose que j'avais toujours voulu faire. J'avais passé des années à perfectionner mes compétences en vente et en gestion, et maintenant je travaillais enfin pour moi-même. Voir mon entreprise croître était profondément satisfaisant d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Ma vie personnelle s'épanouissait aussi. Sans la négativité de Clara pour me tirer vers le bas, je me suis retrouvé à renouer avec de vieux amis et à former de nouvelles relations. Pour la première fois en des années, je sentais que je pouvais respirer, que je vivais, pas juste que je survivais. Pendant ce temps, la vie de Clara continuait à sombrer. Elle avait épuisé ses options. Les conditions du fonds en fiducie se révélaient insurmontables, et chaque échec semblait resserrer le nœud autour de ses aspirations. À la fin de la deuxième année, ses tentatives pour obtenir un emploi s'étaient réduites à néant. Les employeurs ne voulaient pas de quelqu'un sans expérience et avec une attitude arrogante, et Clara n'était pas prête à commencer en bas de l'échelle. Le cours de gestion financière ? Un désastre aussi. Le mépris de Clara pour la discipline signifiait qu'elle ne l'avait jamais pris au sérieux, et elle a échoué plusieurs fois avant d'abandonner complètement. Le compte à rebours vers la limite des 5 ans avançait plus vite qu'elle ne le réalisait, et avec chaque jour qui passait, ses chances d'accéder au fonds en fiducie s'éloignaient davantage. D'ici la 3e année, sa situation financière s'était considérablement détériorée. L'argent qu'elle pensait durer éternellement était parti, dépensé pour essayer de maintenir un style de vie qu'elle ne pouvait plus se permettre. La grande maison, les vêtements de créateur, les soins spa, tout ça a disparu. D'après ce que j'ai entendu, elle a fini par emménager dans un petit appartement, grattant à peine de quoi vivre avec le peu qu'il lui restait. Son cercle social s'était évaporé aussi. Les amis qui avaient célébré son indépendance après le divorce n'étaient plus nulle part en vue. Il s'avère qu'il ne s'intéressait pas à Clara sans la promesse de dîner fastueux et de virées shopping. Seule et isolée, elle n'avait plus personne vers qui se tourner. J'entendais parfois des bribes sur elle, comment elle luttait, comment elle était devenue l'ombre de la femme qu'elle était autrefois. Je ne cherchais pas ces mises à jour, mais les gens aiment parler. « Tu as esquivé une balle avec celle-là », m'a dit un ancien collègue une fois. Elle a vraiment touché le fond. J'ai hoché la tête, offrant un sourire poli, mais je ne ressentais pas la satisfaction que j'avais pensée. À ce stade, Clara n'était même plus une partie de ma vie, juste un souvenir lointain d'un chapitre que j'avais clos depuis longtemps. Alors que la limite des 5 ans approchait, l'inévitable s'est produit. Clara a échoué à remplir les conditions du fonds, et les 379 millions de dollars ont été perdus. L'argent est allé à des œuvres de charité, exactement comme Robert l'avait prévu. Clara, la femme qui avait bâti sa vie sur l'assurance que la richesse serait toujours à sa portée, s'est retrouvée avec rien. J'imagine que ce moment a dû être écrasant pour elle. Tous les rêves qu'elle avait eus, tous les plans qu'elle avait faits, disparus en un instant. Elle avait passé des années à blâmer les autres pour ses problèmes, mais maintenant, il n'y avait plus personne à blâmer. Quant à moi, la vie était belle.
Mon entreprise prospérait, et j'avais trouvé un sens à ma vie qui m'avait manqué pendant des années. Les leçons que j'avais apprises de Robert sur la discipline, le respect et la valeur du travail acharné étaient devenues les fondations de mon succès. Un jour, j'ai reçu une lettre. Elle venait de Clara. L'écriture était tremblante, presque méconnaissable, mais le message était clair. Elle demandait de l'aide, pas de l'argent, mais des conseils. « Je ne sais plus quoi faire », écrivait-elle. « J'ai fait tellement d'erreurs. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. » J'ai regardé la lettre longtemps avant de la ranger. Clara avait brûlé tous les ponts, y compris le nôtre. Je n'étais plus en colère contre elle, j'avais dépassé ça, mais je n'allais pas replonger dans son chaos. La vérité, c'est que la chute de Clara n'était pas une question d'argent ou de fonds en fiducie. C'était son refus d'assumer la responsabilité de sa vie. Elle avait eu toutes les opportunités de grandir, de changer, de construire quelque chose de significatif, mais elle avait choisi de s'accrocher à son arrogance à la place. Et moi ? J'ai choisi d'avancer. J'ai loué un condo modeste, investi mon héritage intelligemment, et me suis concentré sur la construction d'une vie dont je pouvais être fier. Les 40 000 $ que j'ai reçus de la succession de Robert restent intacts sur mon compte, un rappel de l'homme qui m'a appris que la richesse n'a aucun sens sans intégrité. Clara a peut-être blêmi quand elle a entendu la vérité sur le testament, mais moi, je suis parti avec quelque chose de bien plus précieux, la liberté. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.